Alors mon père est arrivé comme un vagabond dans les années 30. Et puis sa première démarche a été de trouver une petite chambre pour se loger. Et il a trouvé ça chez un couple d'agriculteurs dont le patriarche était guide, Albert Claret-Tournier. Et ils lui ont offert l'opportunité de pouvoir dormir dans une petite chambre mansardée par lequel on accédait avec une échelle de meunier. Voilà, les toilettes étaient à l'extérieur. Et puis depuis là, évidemment, comme il voulait vivre tranquillement sa vie d'artiste, il s'est mis à composer des œuvres, bien sûr, quand il faisait mauvais temps, dans cette petite chambre, et puis en allant sur le sujet, en partant en montagne avec Albert Claret-Tournier et ses clients. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a pu découvrir ce merveilleux massif du Mont Blanc en composant avec les éléments, la face nord du Chardonnay, ils sont partis en Vallée Blanche, il allait bien sûr dans la moyenne montagne, et tout doucement il s'est constitué une clientèle, puisque les gens, le bouche à oreille a fait son œuvre, et il a pu ainsi vivre jusqu'au moment où un jour un de ses meilleurs copains est venu avec deux jolies filles, dont ma mère, et évidemment ça a été un coup de foudre. Ils se sont rencontrés au couvercle, et puis depuis ce jour-là, ils n'ont cessé de se retrouver, et puis finalement se marier en 1937 à Chamonix, et en vivant dans cette petite chambre jusqu'à ce qu'ils puissent acquérir un petit terrain en 1942, pendant la guerre, et ensuite construire ce chalet un peu déjà destiné à être un musée. C'était l'idée de mon père. Ma mère l'a soutenu vraiment du mieux qu'elle a pu. Ils sont partis souvent sur les sites, et puis les gens étaient friands, enfin étaient bien amateurs de ces aquarelles, de ces huiles qu'ils réalisaient quand les jours étaient favorables. Oh, ça a été absolument considérable, puisqu'on a enregistré entre 1950 et 1970, il réalisait plus de 100 tableaux par an d'après nature. Alors c'est assez colossal, parce qu'il faut quand même le vouloir, il faut s'organiser pour partir sur ces sites. Il y a les horaires du train ou des bennes. Au début, dans les années 50, il y avait que le train du Montanvert, le Brévent, la Flégère n'existait pas. Donc quand il partait au Lac Blanc avec son épouse, eh bien évidemment, il leur fallait 4 heures de montée depuis la vallée jusqu'à ce lac réputé, où là, le lendemain ou le soir, à différentes heures propices, ils réalisaient 2 ou 3 tableaux, et ils revenaient le lendemain, et puis un jour, ils étaient acquis par une clientèle qui leur rendait visite dans leur chalet. Alors, d'une peinture précise, et il est arrivé à avoir un style plus impressionniste, mais ce qui est la particularité de Marcel Vibaud, c'est le traitement de la protogyne. Et vous voyez, on voit là un effet sur les aiguilles de Chamonix. C'est une bataille d'1h30 pour montrer justement la tectonique, mais aussi la qualité de la roche, les fissures, ce granit qui fait la particularité des aiguilles de Chamonix. Et puis ces glaciers, il n'y a pas énormément de détails, mais cette gestuelle du pinceau est très évocatrice de la roche, et pour cela on reconnaît immédiatement ce style viril et efficace. Oh bien sûr, il a composé des dessins à la plume d'une finesse
absolument délirante sur le rétable de Brou, à l'intérieur de l'église de Brou à Bourg-en-Bresse, et puis aussi la cathédrale de Milan, où la finesse des traits dépasse l'entendement. Enfin, moi, je suis complètement émerveillé de voir ce travail réalisé à la plume, où il faut des heures de patience. Alors, quand on a acquis ce degré de travail, on peut se permettre des tas de choses, et puis aller en montagne avec les effets des nuages, de ces changements de lumière constants, il faut aller très très rapidement au vif du sujet, et c'est comme ça qu'il a pu réaliser autant d'œuvres sur quand même la montagne est un sujet difficile, évoluant en permanence, et où la carte postale n'est pas toujours souhaitable. La montagne prend une autre dimension avec les nuages, avec ses effets sur la neige, sur la roche, et c'est tout ça qu'il a su, avec lequel il a su composer admirablement. Voilà, alors c'est la maison qu'il a construite entre 1943 et 1945, avec 2 guides de Chamonix qui étaient ravis de travailler pour le père Vibo dans ces années-là, en dehors de leur saison, surtout à l'automne, où on a moins de choses à faire. Et donc Alfred Coutet et Georges Belin ont œuvré dans ce chalet pour monter les cloisons, faire les meubles, et lui-même s'attelait à la décoration par des sculptures qui sont pas ordinaires, dans un bois, ma foi, qui est du sapin, deuxième choix. Mais voilà, quand le cœur y est, et quand on a la technique, on peut arriver à de belles choses. Alors, chaque année, c'est la 17e année que l'on ouvre ce lieu de vie, et je peux réaliser avec ce qu'il a laissé 4 thèmes différents. Donc sur évidemment les premières œuvres de sa jeunesse, et puis son approche avec la montagne. Ensuite on a les instantanés d'altitude tels qu'ils sont là autour de moi, et puis le côté pastoral avec les chalets, un peu de tous ces lieux dont on se plaît à visiter, où il y a encore dans certains endroits les vaches, enfin le bétail, des vieux chalets qui sont sous la neige, enfin tout cela. Et puis le quatrième thème, c'est avec les personnages, ou les scènes de genre, des tas de choses qu'il a, des portraits, enfin voilà. Oui, je pense, on va voir cela un jour avec d'autres grands peintres comme Contensin, comme Communal à Bratt, Samivelle, et puis Carifa, Poignant, enfin je ne peux Lopé, bien sûr, que je ne saurais oublier, et tout cela compose déjà une quinzaine de peintres dont les œuvres se vendent relativement bien, et puis les collectionneurs sont en quête de cela, et tout cela va prendre un jour une dimension à la mesure des impressionnistes que l'on a connus au bord de la Seine. Alors là, bon, eh bien, on reconnaît donc la vallée Blanche avec le Mont Blanc dans le fond, les piliers du Mont Blanc du Tacul, les aiguilles du diable, et puis en premier plan, le refuge du Couvercle. Alors c'est un refuge qui culmine quand même à 2697 mètres, qui est accessible par la mer de glace au départ du Mont-en-Vert. Ce n'est pas un refuge facile d'accès, il y a des échelles, il y a
via ferrata pour accéder au refuge. C'est devenu même encore un peu plus compliqué maintenant du fait de l'affaissement du glacier, mais le point de vue est remarquable. De là, on peut réaliser plusieurs tableaux, puisque là, on a une vision plein ouest, mais la face nord des Grandes Joras, c'est aussi un sujet de prédilection de mon père. Et puis le côté courte, droite, que l'on peut aussi, avec les aiguilles Ravanel-Mummery. Enfin voilà, on peut réaliser 3 à 4 tableaux, et suivant l'heure et la nébulosité, les choses prennent encore un aspect, enfin sont encore quelque chose intéressant à reproduire, à impressionner. Voilà. Alors, mon père couchait dans les premiers temps dans ce vieux refuge, et puis ensuite, dans les années 30, on a construit un nouveau refuge dans lequel moi-même j'ai porté pour les gardiens, et je suis allé également moi-même œuvrer en peinture dans ce lieu. C'est un lieu minéral, mais où il y a des perspectives magnifiques. On aperçoit encore là la dent d'Urquin, le pain de sucre de l'envers du plan. Voilà, donc si on compose avec les éléments, avec la bonne heure de réalisation de l'œuvre, on est sûr de réaliser quelque chose de beau. Alors il avait un gros sac, effectivement, où il avait aussi préparé plusieurs panneaux, parce que on sait qu'en altitude, de transporter des toiles, c'est assez fragile. Alors il avait compris qu'avec des panneaux de bois, on n'avait pas trop de problèmes avec cela. Et puis avec évidemment la térébenthine, tous ces tubes, ces panneaux, la palette, on arrivait à un sac qui était autour de 15 kilos, qu'il fallait évidemment transporter jusqu'au lieu d'exécution. Il faut aussi dire que la peinture en haute montagne n'est pas chose aisée, parce que d'abord, vous avez à composer avec les éléments qui sont continuellement changeants, mais on peut être aussi indirectement gêné par le vent, le froid, l'inconfortabilité d'être assis sur des pierres, voilà quoi. Tout ça demande quand même une pratique et puis une expérience pour être sûr de ramener quelque chose. Et puis si vous voulez en vivre, eh bien il vaut mieux réussir. Voilà, je terminerai là-dessus.